RDC versus Rwanda, réponse à Nduhungirehe et hypocrisie de Kigali. Aujourd'hui, nous revenons sur un épisode qui illustre à la fois la fragilité des relations diplomatiques dans la région des Grands Lacs et le jeu dangereux du Rwanda qui, tout en accusant Kinshasa de violer le droit international, s'enferme dans une logique d'hypocrisie et de duplicité. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, ambassadeur Nduhungirehe, a publié un message sur son compte X pour fustiger la RDC au sujet des mercenaires. Mais cette sortie soulève une avalanche de questions. Qui du Congo ou du Rwanda a le plus de comptes à rendre au regard du droit international? Comment interpréter ce discours au moment où des millions de Congolais continuent de souffrir des conséquences des ingérences extérieures? Préparez-vous pour une analyse détaillée, sans concession, où nous allons décortiquer les faits, rappeler l'histoire et confronter les mots aux réalités. Nous allons plonger au cœur d'un échange diplomatique qui pourrait paraître banal, mais qui, en réalité, résume parfaitement les tensions régionales. La déclaration du ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Nduhungirehe, qui a choisi de dénoncer la prétendue utilisation de mercenaires par la République démocratique du Congo. À première vue, ce message semble s'inscrire dans une défense de principes internationaux, mais lorsqu'on analyse le contexte historique et politique, lorsqu'on observe la trajectoire du Rwanda dans les affaires régionales, on découvre un paradoxe abyssal. C'est ce paradoxe que nous allons explorer à travers une plongée dans les rouages de la géopolitique des Grands Lacs, des conventions internationales, des accusations mutuelles et des véritables enjeux derrière ces déclarations. Il faut d'abord rappeler le contenu exact du message de Nduhungirehe. Selon lui, la RDC aurait engagé des mercenaires colombiens par l'entremise de la société américaine Blackwater après l'échec des mercenaires roumains à Goma en janvier 2025. Le ministre rwandais se réfère à la Convention de l'OUA de 1977 ainsi qu'à la Convention des Nations Unies de 1989 sur le mercenariat pour affirmer que Kinshasa viole le droit international. Mais cette dénonciation soulève immédiatement une contradiction majeure. Comment un État accusé depuis plus de 2 décennies d'ingérence en RDC peut-il se présenter comme le défenseur scrupuleux du droit international? En réalité, l'histoire récente du Rwanda est jalonnée de rapports accablants. Le groupe d'experts des Nations Unies a, à maintes reprises, documenté le soutien militaire, logistique et financier de Kigali à des groupes armés tels que le M23, dont les exactions contre les populations civiles sont innombrables. Ces rapports établissent non seulement une violation de la souveraineté congolaise, mais aussi une exploitation systématique des ressources naturelles de l'Est du Congo par des réseaux liés au Rwanda. Peut-on, dans ces conditions, accepter que Kigali brandisse l'étendard du droit international alors qu'il en viole les fondements, à commencer par l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies, qui interdit toute atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté d'un État membre. À ce stade, chers auditeurs, il est nécessaire d'entrer dans le détail des conventions citées par le ministre rwandais. La convention de l'OA de 1977 visait à interdire l'utilisation de mercenaires dans les luttes de libération et les guerres d'indépendance dans un contexte de décolonisation. Celle des Nations Unies de 1989 élargit la définition et criminalise l'usage de mercenaires dans des conflits armés. Oui, le recours à des mercenaires pose un problème légal et moral. Mais la RDC, en état de légitime défense, ne fait-elle pas face à une agression permanente, directe et indirecte, de la part du Rwanda? L'article 51 de la Charte de l'ONU garantit le droit de tout État à recourir à la légitime défense en cas d'attaque. Lorsque les FARDC affrontent des troupes appuyées, financées ou infiltrées par Kigali,
Le recours à une assistance extérieure ne peut être analysé isolément. Il faut replacer ce débat dans son contexte géopolitique. La région des Grands Lacs est un théâtre où les frontières sont fragiles, où les alliances changent et où l'économie de guerre a longtemps servi d'instrument de pouvoir. Depuis la fin du génocide de 1994 au Rwanda, Kigali a constamment justifié ses incursions en RDC par la nécessité de neutraliser les ex-FAR Interahamwe réfugiés à l'Est. Mais cette justification ne tient plus depuis que la communauté internationale a démontré que les opérations militaires rwandaises en RDC servaient davantage à contrôler des territoires stratégiques et à piller des ressources minières qu'à sécuriser sa propre frontière. Ce double langage du Rwanda ne trompe plus personne. D'un côté, Kigali se pose en élève modèle du droit international, en citant des conventions et en se présentant comme un État soucieux de l'égalité. De l'autre, il viole délibérément les accords régionaux, comme ceux de Nairobi et de Luanda, qui prévoyaient le retrait du M23 et le respect de la souveraineté congolaise. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, appelant le Rwanda à cesser son soutien aux groupes armés, sont restées lettres mortes. L'arrêt de la Cour internationale de justice, qui avait déjà condamné Kigali pour son rôle dans le conflit en RDC, a été ignoré. Bon, n'est-ce pas là l'exemple parfait d'un État qui choisit les textes à appliquer et ceux à mépriser selon sa convenance? Dans ce contexte, les accusations contre Kinshasa apparaissent comme une diversion. Le Rwanda cherche à déplacer le débat, à détourner l'attention internationale de ses propres responsabilités. En insistant sur le thème du mercenariat, Nduhungirehe tente de présenter la RDC comme un État irresponsable, violant des conventions internationales, alors que l'essentiel de la souffrance congolaise découle des agressions répétées, orchestrées depuis Kigali. Donc, cette stratégie de communication vise à influencer l'opinion internationale et à maintenir l'image d'un Rwanda vertueux menacé par son grand voisin. Mais la réalité vécue par les populations du Nord Kivu, contraintes à l'exode, victimes de massacres, d'exactions sexuelles et de déplacements forcés, contredit cette narration. L'analyse doit aussi prendre en compte les rapports de forces régionaux. Le Rwanda bénéficie d'alliances solides, notamment avec certains pays occidentaux, qui voient en Kagame un partenaire stable dans une région instable. Ce capital politique lui permet d'échapper à des sanctions fortes, malgré les preuves de son implication en RDC. À l'inverse, la RDC, malgré ses ressources immenses, peine à mobiliser un soutien international durable. Pourtant, le président Tshisekedi, en insistant sur la légitime défense et sur la dénonciation des ingérences étrangères, tente de repositionner son pays comme une victime d'agression, mais aussi comme un acteur responsable prêt à coopérer dans le cadre des accords régionaux. Nous devons nous interroger, pourquoi le Rwanda continue-t-il de jouer ce double jeu? La réponse est simple et brutale. Les ressources, le coltan, l'or, l'étain, la cassitérite et bien d'autres minerais stratégiques transitent par des circuits opaques qui enrichissent des réseaux proches du pouvoir rwandais. Le contrôle de certaines zones minières par le M23, sous la bénédiction de Kigali, garantit un flux constant de richesses. Dans ce contexte, accuser Kinshasa de recourir à des mercenaires n'est rien d'autre qu'une opération de communication visant à masquer le véritable enjeu, la mainmise illégale sur les ressources congolaises. Et c'est ici que le discours de Nduhungirehe se heurte au mur des réalités. Les millions de déplacés congolais, les villages rasés, les femmes victimes de violences, les enfants enrôlés de force, tout cela constitue le bilan direct des interventions rwandaises et de leurs supplétifs. Aucune invocation de convention internationale ne peut effacer ce lourd passif. Le Rwanda, en voulant jouer au professeur de droit,
oublie qu'il traîne derrière lui un dossier judiciaire et politique qui pèse lourdement. Voilà pourquoi, chers auditeurs, notre analyse d'aujourd'hui se veut claire. Le droit international n'est pas un menu à la carte que l'on choisit selon ses intérêts. Il doit être respecté dans son intégralité. Et si le Rwanda veut réellement se présenter comme un défenseur du droit, il doit d'abord balayer devant sa porte, cesser de financer des rébellions, respecter la souveraineté congolaise et mettre fin à l'exploitation illégale des ressources de son voisin. Le Congo, lui, n'a pas besoin de leçons, mais d'un soutien effectif pour restaurer son intégrité territoriale et protéger sa population.